En février 2003, un instructeur des Navy SEALs américains observa un opérateur du SAS australien porter à sa bouche un coléoptère vivant, gros comme une noix. L'Australien lui arracha la tête d'un coup de dent, mastiqua lentement pendant de longues secondes, puis avala sans une goutte d'eau. Le SEAL, pourtant vétéran de la Hell-Week, passé par l'Afghanistan et l'Irak, fier de sa résistance presque inhumaine, détourna le regard et vomit dans la végétation détrempée. L'Australien ne sourit pas. Il ne commenta rien. Il continua simplement d'avancer, scrutant la canopée, mâchant avec calme. 3 jours plus tard, ce même SEAL le suppliait de lui apprendre quels insectes pouvaient être mangés et lesquels vous condamnaient à une insuffisance rénale. Dans la jungle, la frontière entre ces deux catégories sépare les hommes qui rentrent à pied de ceux qu'on évacue dans un sac mortuaire. Il ne s'agit pas ici d'une émission de survie filmée avec équipe de secours prête à intervenir. Il s'agit de la vraie survie. Celle où l'on se trouve à 17 km derrière les lignes ennemies, sans ravitaillement, sans radio, et où l'alternative se résume à manger ce qui rampe, ou ne rien manger du tout. Les Australiens ont transformé cette nécessité en doctrine, en avantage opérationnel, une approche qui a fait d'eux les opérateurs de jungle les plus redoutés de l'ère moderne. Les Américains arrivaient avec leurs rations lyophilisées et leurs pastilles de purification d'eau. Les Australiens arrivaient avec de l'appétit. Entre ces deux visions, l'écart n'était pas théorique. Ils décidaient du succès des missions, sauver des vies, briser des carrières, et tout partait d'un constat simple que les Américains refusèrent d'admettre. Dans la jungle, on ne survit pas en transportant ses ressources. On survit en devenant partie intégrante du milieu, en le mangeant, en le buvant, en y dormant, en faisant de la jungle son système logistique plutôt que son ennemi. Les Australiens l'avaient compris dès 1962. Les Américains, eux, étaient encore en train de l'apprendre. Ce qui s'est produit lorsque ces deux philosophies se sont affrontées dans l'une des jungles les plus hostiles de la planète mérite qu'on s'y attarde. Car avant que les choses ne s'améliorent, elles ont empiré. Le centre d'entraînement se situait dans l'extrême nord du Queensland, près de Tully. Pour saisir l'essence de la doctrine australienne de guerre en jungle, il faut comprendre Tully. 4000 mm de pluie par an. Plus de 13 pieds d'eau qui tombent du ciel chaque année. Une canopée si épaisse que les signaux GPS s'y perdent. Une humidité telle que l'acier rouille en 48 heures. Un environnement si agressif que des soldats qui y passent les 3 semaines en ressortent couverts d'infections fongiques à des endroits qu'ils ignoraient posséder. L'armée australienne a choisi Tully délibérément. Si vous pouvez opérer là, vous pouvez opérer partout. En 2003, dans le cadre d'un programme de coopération, l'armée américaine y envoya des Navy SEALs, pas des soldats du dimanche, des membres d'une unité de niveau stratégique issue du sommet de la pyramide des opérations spéciales américaines. Des hommes qui avaient traqué Al-Qaïda dans l'Hindu Kush, combattu aux Philippines et représenté l'élite du combat moderne. Ils arrivèrent avec des sacs de près de 30 kilos, 14 jours de rations lyophilisées, système de filtration d'eau, vêtements imperméables haute performance, matériel de rechange en quantité suffisante pour équiper une boutique spécialisée. Les Australiens, eux, se présentèrent avec des couteaux et des sacs presque vides. Le chef d'équipe américain, commandant expérimenté avec 17 années de service, posa la question évidente. « Où est votre nourriture ?» L'instructeur australien, un adjudant nommé Collins, vétéran de plusieurs campagnes à Bornéo et au Timor oriental, esquissa enfin un sourire. « Elle est sous vos pieds. » Les SEALs crurent à une plaisanterie. 6 heures plus tard, ils comprenaient qu'ils ne plaisantaient pas. L'exercice était simple, en apparence. Reconnaissance de 12 jours, sans ravitaillement, en conditions tactiques complètes. Objectif situé à 60 km au nord, à travers une forêt primaire au relief brisé, où l'altitude variait de 300 mètres tous les 2 km. Les Américains progresseraient en équipe autonome. Les Australiens aussi, même objectif, même contrainte. Capacité opérationnelle maintenue du début à la fin. Puis comparaison des résultats. Ce que les Américains ne pouvaient pas encore concevoir, c'est qu'ils allaient assister à la démonstration d'une philosophie radicalement différente. Les Australiens ne cherchaient pas simplement à survivre dans la jungle, ils allaient y prospérer, en mangeant ce qui répugnait aux SEALs, en buvant à des sources que les Américains évitaient, en dormant dans des conditions qui violaient toutes les règles d'hygiène de campagne enseignées aux États-Unis.
Et malgré cela, ou plutôt grâce à cela, ils conserveraient une efficacité tactique qui rendrait l'approche américaine lourde, coûteuse et presque suicidaire. Cette divergence ne relevait pas de l'ego. Elle plongeait ses racines dans l'histoire. La doctrine australienne avait été façonnée par des hommes formés aux côtés de pisteurs autochtones à Bornéo, en Nouvelle-Guinée et dans le territoire du Nord. Des soldats qui avaient appris que la jungle n'était pas un obstacle à surmonter, mais une ressource à exploiter. Leur doctrine partait d'un principe simple. Le ravitaillement peut échouer. Les hélicoptères peuvent ne pas venir. On peut devoir vivre des semaines, voire des mois, uniquement de ce que la forêt offre. Elle avait été conçue pour une armée qui ne pouvait pas se permettre des chaînes logistiques tentaculaires. Une armée opérant en petits détachements sur des zones immenses où chaque homme devait être autonome en territoire hostile. La doctrine américaine, elle, reposait sur d'autres postulats: supériorité aérienne acquise, ressources abondantes, lignes d'approvisionnement fiables. Une doctrine de superpuissance. Une armée capable, si elle l'avait voulu, de faire livrer des pizzas en zone d'opération. Les Australiens ont appris à manger des coléoptères par nécessité. Les Américains transportaient des rations parce qu'ils en avaient les moyens. La différence devint flagrante au troisième jour. Collins, l'instructeur australien, avait 41 ans. Il avait grandi dans le bush, apprenant à pêcher et à chasser dans la forêt tropicale avant même d'avoir l'âge de conduire. Son père cultivait la canne à sucre et complétait ses revenus en chassant le crocodile. Une enfance qui vous brise ou vous rend indestructible. Engagé à 18 ans, Collins réussit la sélection du SAS à sa deuxième tentative. Les 23 années suivantes, il les consacra à perfectionner chaque technique permettant de survivre en jungle. Il s'entraîna avec des commandos malaisiens, des Gurkhas, des rangers thaïlandais, des pisteurs autochtones de Papouasie occidentale. Il reconnaissait à vue près de 200 espèces végétales comestibles. Il attrapait du poisson à main nue. Il savait quels insectes offraient le meilleur ratio protéines-calories et lesquels vous plongeaient dans 6 heures d'hallucination. Ce savoir n'avait rien d'académique. Il était opérationnel. En 1990, il survécut 16 jours derrière les lignes indonésiennes au Timor oriental, ne se nourrissant que de ce qu'il capturait ou récoltait. À Bornéo, il mena une mission de 3 semaines si sensible que le rapport demeure classifié, entièrement alimenté par la jungle. Son indice de masse corporelle tournait autour de 19. Sec, nerveux, adapté à de longues périodes de rationnement extrême combinées à un effort maximal. En observant les sacs des SEALs, il ne voyait pas seulement du matériel. Il voyait des hommes qui ne faisaient pas confiance à leur environnement. Des hommes qui portaient déjà leurs propres limites sur les épaules. Le chef d'équipe américain, lui, représentait une autre école. Le commandant Eric Rains avait grandi dans le Montana, brillé à l'université du Wyoming, traversé le BUD/S sans difficulté, puis gravi les échelons du SEAL Team 3 avant d'intégrer une unité d'élite. 34 ans. Conditions physiques exceptionnelles. Confiance totale dans la méthodologie américaine. Il avait opéré en jungle en Colombie et aux Philippines. Il pensait connaître le terrain. Il se trompait. Le premier jour, les deux équipes progressèrent à un rythme comparable. Les Américains portaient près de 30 kilos sur le dos, mais leur force compensait. Ils parcoururent 14 kilomètres, établirent une base de patrouille, réhydratèrent un bœuf stroganoff lyophilisé avec de l'eau purifiée, puis s'installèrent dans des sacs de bivouac imperméables, au sec et relativement confortables. Les Australiens couvrirent la même distance avec 15 kilos à peine. Ils mangèrent des larves extraites de troncs pourrissants, des ignames sauvages rôtis sur des feux discrets, des cœurs de palmier prélevés sur de jeunes pousses. Ils dormirent sur des plateformes surélevées en bambou, protégées par des abris tressés en feuilles de palmier. Il tomba près de 10 centimètres de pluie cette nuit-là. Les Australiens restèrent secs. Mais surtout, ils se réveillèrent plus légers que la veille. Les Américains, eux, se levèrent avec exactement le même poids sur les épaules. Le calcul était simple, les Américains disposaient de 14 jours de vivres. Les Australiens disposaient d'autant de jours que la jungle en offrirait. Les uns consommaient, les autres récoltaient. Le premier jour, la nuance paraissait théorique. Au troisième, elle devint vitale. Dès le matin du deuxième jour, le terrain se transforma en épreuve. Des crêtes inclinées à 40 degrés, suivies de ravins si abrupts qu'il fallut descendre à la corde. La canopée était si dense qu'à midi on se croyait au crépuscule. L'humidité atteignait 97%. La sueur ne s'évaporait pas, elle imprégnait les vêtements, saturait les sacs, transformait les bottes en incubateurs bactériens
et les pieds en chair à vif. Les Américains brûlaient près de 6000 calories par jour dans ces conditions. Leur ration en apportait à peine 3200. Ils perdèrent déjà du poids. Les Australiens, eux, compensaient. Non pas par des repas formels, mais par un grignotage constant. Une poignée de termites, ici. Un morceau de gingembre sauvage, là, de l'écorce au goût de cannelle mâchée en marchant. Ils traitèrent la jungle comme un buffet permanent, prélevant de petites quantités à des dizaines de sources différentes, au lieu de dépendre de 3 repas rationnés. Leur métabolisme fonctionnait en continu, leur énergie restait stable, le poids de leur sac diminuait progressivement à mesure que l'eau était consommée. Les Américains commencèrent à le remarquer, puis à poser des questions. C'est à ce moment-là que Collins décida d'enseigner. À la pause de midi du 3e jour, il réunit les 2 groupes. Les seals étaient épuisés, trempés, les premiers signes de macération aux pieds apparaissant déjà. Assis lourdement, ils vidèrent à leurs poches à eau avec inquiétude. Collins se tint devant eux, tenant entre ses doigts une grosse larve blanche, épaisse comme un pouce. « Voici une larve de coléoptère longicorne, » dit-il calmement. « Une seule contient plus de protéines qu'un hamburger et davantage de lipides qu'une cuillère de beurre de cacahuète. Autour de nous, dans un rayon de 50 mètres, il y en a des milliers. Il y en a environ 4000 dans un rayon de 50 mètres autour de nous, poursuivit-il. Elles vivent dans le bois mort. On peut les manger crues ou grillées. Crues, elles ont un goût d'amande. Rôties, elles rappellent des œufs brouillés. Il en sectionna une d'un coup de dent, mâcha lentement, avala. Les seals observaient en silence. Dans cet environnement, reprit Collins, vous avez besoin de protéines et de lipides, beaucoup des deux. Vos rations n'en apportent pas assez. Sur ce terrain, vous aurez vidé vos réserves de glycogène en 3 jours. Ensuite, votre corps commencera à puiser dans vos muscles. Je le vois déjà, vous perdez en puissance. Moi, je gagne en endurance. La différence, c'est ce que nous mangeons. Il leva la moitié restante de la larve. Qui veut essayer ? Personne ne bougea. Il la mangea lui-même. Puis, pendant près d'1 heure, il exposa ce que l'armée australienne avait patiemment structuré au fil de 6 décennies d'opérations en jungle, la science de se nourrir du milieu. Le principe fondamental était simple. La forêt tropicale concentre plus de calories exploitables par mètre carré que n'importe quel autre écosystème terrestre. Insectes, vers, escargots, lézards, grenouilles, poissons, oiseaux, œufs, racines, tubercules, fruits, noix, feuilles, écorces, sève, la jungle est une machine biologique produisant en continu protéines et glucides. La seule variable décisive, c'est le savoir. Savoir distinguer ce qui nourrit de ce qui tue. Ce savoir précis, technique, parfois acquis au prix d'erreurs fatales, les Australiens l'avaient transformé en doctrine. Ils commençaient par les insectes, non par préférence, mais par logique. Ils sont abondants, faciles à capturer et d'une densité calorique remarquable. Une seule larve de charançon du palmier, ces grosses larves blanches que l'on trouve dans les troncs en décomposition, contient environ 14 grammes de protéines et 9 grammes de lipides. On peut en récolter 20 en 10 minutes. Cela équivaut, en valeur nutritive, à une livre de viande obtenue en un quart d'heure de travail. Aux États-Unis, on enseignait que les insectes constituaient une ressource de dernier recours. En Australie, on les considérait comme une ressource principale. La différence tenait à la doctrine. L'entraînement américain traitait la jungle comme un environnement hostile qu'il fallait endurer jusqu'à l'arrivée d'un ravitaillement ou d'une extraction. L'entraînement australien la considérait comme un environnement neutre, exploitable pour conserver l'avantage opérationnel. Les Américains apprenaient à survivre. Les Australiens apprenaient à subsister. Entre ces deux notions se trouvait l'écart, entre rester en vie et rester combatif. Collins fit une démonstration. Il expliqua comment repérer un tronc suffisamment tendre pour abriter des larves sans être totalement pourri. Avec son couteau, il souleva l'écorce en longues bandes. Sous la surface apparurent des corps blancs qui se tortillaient à la lumière. Il en récolta 17 en moins de 4 minutes, les déposant dans son chapeau. Puis il montra comment les cuire, enfilés sur des branches vertes, maintenues au-dessus de braises jusqu'à ce que la peau croustille et que l'intérieur devienne opaque. Les Américains regardèrent de toujours sans toucher. « Le blocage est psychologique, » dit Collins. « Je le comprends. Mais votre corps ne se soucie pas de l'apparence. Il se soucie de l'apport énergétique. Ces larves, en malaisant, sont des protéines propres et des graisses propres, plus sûres que le bœuf de vos rations, parce qu'elles sont fraîches.
Elles ne tournent pas avec la chaleur. Elles ne vous intoxiqueront pas. Et elles sont partout. Il en mangea une, puis une autre. Son adjoint, le caporal Harrison, originaire du territoire du Nord, en avala 3. Les autres Australiens suivirent, sans emphase. Pas de défi, pas de mise en scène. Simplement des soldats qui prennent leur ration. Un des SEAL finit par tendre la main. Le maître principal, Garcia, élevé dans les quais de Floride, peu impressionné par la faune marine, examina la larve, la huma, puis la porta à la bouche et mâcha rapidement, comme on arrache un pansement. Il avala, attendant le haut-le-cœur. Rien ne vint. « Ça a le goût de graisse de poulet, dit-il. « Presque, répondit Collins. Ça a le goût de protéines et de lipides. Exactement ce dont votre corps manque. Vos muscles se dégradent parce que vous ne leur donnez pas assez d'énergie. Ça corrige le problème. » Garcia en prit une autre. Puis 2 autres SEAL essayèrent. Puis 3. À la fin de la pause, 8 des 12 Américains avaient goûté au moins une larve. Ce n'était pas de l'enthousiasme, c'était du calcul. Ils sentèrent leur force décliner. Ils voyèrent les Australiens tenir le rythme. L'équation devenait claire. Le commandant Rains, lui, n'en mangea pas. Pas encore. Mais il observait. Il commençait à comprendre que son sac chargé de provisions représentait aussi un fardeau, que 14 jours de ration signifiaient 14 jours de poids à transporter, que la méthode australienne, se nourrir en marchant, garantissait mobilité, légèreté et endurance indéfinie. Le 4e jour, l'enseignement se poursuivit. Collins aborda l'identification des plantes. La clé n'était pas une règle générale, mais une connaissance spécifique. Les principes vagues, comme « les baies en grappe en sont sûres », tutent des hommes, car il existe toujours des exceptions. Ces règles approximatives avaient déjà coûté des vies, justement parce qu'il existait toujours une exception fatale. La doctrine australienne reposait donc sur la mémorisation précise. Espèces identifiées une à une, caractéristiques distinctives, méthodes de préparation adaptées. Ignames sauvages poussant le long des ruisseaux, tubercules riches en amidon, parfois gros comme un ballon, que l'on rôtissait comme des pommes de terre. Cœur de palmier prélevé au centre de certaines variétés. Croquant, légèrement sucré, chargé en glucides. Fougères arborescentes dont le cœur tendre rappelait l'artichaut. Gingembre sauvage omniprésent, capable de masquer l'amertume d'aliments moins engageants. Polypores accrochés au tronc mort, parfaitement comestibles une fois cuits, parce que, tout simplement, ce sont des champignons. Mais la leçon la plus cruciale concernait les protéines. La jungle en regorgeait, pour qui savait observer. Écrevisses d'eau douce dans les ruisseaux, faciles à saisir à la main la nuit lorsqu'elles sortaient de se nourrir. Lézards, endormis sur les branches, une prise ferme derrière la tête, un geste net. Grenouillesses dans les mares, après la pluie, repérables à leurs appels. Ufs dans les nids, 1 ou 2 seulement, jamais toute la couvée. Poissons piégés dans des vasques naturels, capturés à l'aide de nasses improvisées, tressées avec des lianes. Les Australiens ne présentèrent pas ces techniques comme un cours magistral. Ils les pratiquaient en mouvement. Ils capturaient en patrouillant. Ils mangeaient en progressant. Au 5e jour, ils avaient absorbé davantage de protéines que les Américains, tout en transportant bien moins de poids. Les SEAL commencèrent à imiter. Pas toutes les méthodes. Rain refusait encore les insectes, mais suffisamment pour comprendre le système. Ils attrapèrent des écrevisses, récoltèrent des cœurs de palmier, allégèrent leurs sacs, gagnèrent en mobilité. Pourtant, Collins n'avait pas encore livré l'essentiel. La véritable leçon, celle qui allait marquer les esprits et forcer une révision des manuels, arriva le 6e jour. Ils pénétrèrent dans un relief cauchemardesque, un réseau de ravins aux parois presque verticales, dont le fond était envahi par une liane surnommée « Wait a while », hérissée d'épines recourbées comme des hameçons. Son nom venait de là. Une fois accroché, on était contraint de s'arrêter. Les Américains progressèrent péniblement, alourdis par leurs sacs, s'accrochant, se lacérant, mettant des heures à franchir 100 mètres. Les Australiens, eux, passèrent presque sans bruit, plus légers, plus disciplinés dans leurs déplacements, et avec un avantage supplémentaire. Ils avaient emmangé la veille les jeunes pousses de cette même liane, cueillies avant que les épines ne durcissent, préparées comme des asperges. Quand les SEALs les virent mâcher quelque chose de vert et demandèrent ce que c'était, la réponse fut simple. Ce qui vous a déchiré toute la matinée. Ce soir-là, installé sur une crête, Collins posa la dernière pierre de l'édifice. « Vous considérez la jungle comme un obstacle, dit-il.
comme quelque chose qui cherche à vous tuer. Et vous avez raison. Mais elle cherche aussi à vous nourrir. La plante qui vous lacère a des pousses comestibles. Le ruisseau qui peut vous donner la dysenterie contient du poisson. Le tronc pourri qui abrite des araignées venimeuses cache aussi des larves nutritives. La jungle est les deux à la fois. Toujours. Il marqua une pause. Votre travail consiste à prendre ce qu'elle offre et éviter ce qu'elle menace. Et cela ne relève pas de la dureté. Cela relève du savoir. Il sortit un petit carnet gonflé par l'humidité, rempli de croquis au crayon et de notes manuscrites. Voici toutes les espèces comestibles de cette zone. 73 plantes, 26 insectes, 14 reptiles et amphibiens, 8 espèces de poissons. Il a fallu 40 ans aux soldats australiens pour compiler cela. Nous avons appris auprès des habitants, des pisteurs autochtones, par essai et erreur, et parfois au prix d'erreurs fatales. Ce savoir était inscrit dans les cas de dysenterie, dans les intoxications, dans les hallucinations provoquées par une baie mal identifiée. Aujourd'hui, c'est une doctrine. Chaque opérateur du SAS l'apprend, le mémorise, est évalué dessus. Parce que c'est la différence entre être un visiteur dans la jungle et en être un résident. Il fixa Rains. Vous êtes venu avec 14 jours de nourriture. Moi, je suis venu avec une durée illimitée parce que je sais lire cet environnement. Au 15e jour, votre équipe doit s'être extraite ou elle meurt de faim. La mienne continue. Voilà la différence. Ce n'était pas de l'arrogance. C'était un constat. Rain le savait. Son équipe le savait. Il s'affaiblissait quand les Australiens se renforçaient. Il consommait des réserves quand les autres acquéraient des ressources. Dans une zone contestée, sans ravitaillement possible, les Américains fonctionnaient avec un compte à rebours. Les Australiens, eux, n'en avaient aucun. Le 7e jour, Rains mangea son premier coléoptère. Non par envie, par nécessité, ses rations diminuaient, son corps puisait dans ses muscles. L'alternative était simple, se nourrir du milieu ou compromettre la mission. Il choisit la mission. Collins le regarda faire, sans sourire, sans commentaire. Il acquiesça d'un signe de tête, puis passa à autre chose. Le soir venu, autour d'un feu discret sans fumée, il aborda le dernier élément, l'eau. Les Américains filtraient systématiquement l'eau des ruisseaux, utilisaient des pastilles d'iode, faisaient bouillir quand c'était possible, un processus lent, gourmand en combustible, qui exigeait du matériel supplémentaire. Les Australiens, eux, buvaient directement à la source, plus précisément aux lianes d'eau. Certaines lianes épaisses de la jungle stockent une eau claire et potable dans leur cœur creux. Il suffit d'en couper un segment, de le lever, et l'eau s'écoule, légèrement sucrée, parfaitement propre. 1 litre en moins de 2 minutes, sans filtre, sans comprimé, sans combustible. Il suffisait de couper un segment de liane, de le lever verticalement et de boire l'eau qui s'en écoulait. Elle était légèrement sucrée, limpide, potable sans aucun traitement. Les Australiens pouvaient obtenir 1 litre en moins d'1 minute et demie. Les Américains mettaient un quart d'heure à filtrer et traiter la même quantité. Mais l'essentiel ne résidait pas dans la technique, il résidait dans l'identification. La jungle comptait des dizaines d'espèces de lianes. Certaines contenaient une eau claire et sûre, d'autres une sève toxique, d'autres encore rien du tout. La différence se lisait dans des détails précis. Texture de l'écorce, forme des feuilles, disposition des branches, couleur de la sève une fois incisée. Les Australiens savaient les reconnaître, les Américains non. Collins leur enseigna 3 espèces sûres présentes dans la zone, les caractéristiques distinctives, l'endroit exact où inciser, l'obligation de boire immédiatement, sans stocker, les signes d'alerte, eau trouble, odeur suspecte, on s'abstient. Des règles simples, mais entre hydratation et intoxication, il n'y avait parfois que cela. Au 8e jour, la moitié de l'équipe américaine buvait directement aux lianes. Au 9e, il s'y était tout mis. Parce que cela fonctionnait, parce que c'était plus rapide, parce que cela permettait d'avancer plus léger et plus longtemps. La mission prit fin au 12e jour. Les 2 équipes atteignirent l'objectif, une position ennemie simulée sur un plateau dominant la rivière Tully. Les Américains arrivèrent épuisés, vidés, leur ration totalement épuisée. Ils avaient perdu en moyenne 5 kilos chacun. Certains présentèrent des signes d'hyponatrémie dus à un apport insuffisant en sel. Leurs pieds étaient ravagés. Le moral en berne. Les Australiens arrivèrent tour solide. Ils avaient perdu à peine 2 kilos, une perte normale pour une opération prolongée.
Leur énergie restait stable, leur efficacité tactique intacte. Ils auraient bien pu poursuivre un mois supplémentaire sans dégradation notable. La comparaison était sans appel. Les Américains avaient planifié 2 semaines et peinaient à survivre 12 jours. Les Australiens avaient planifié l'illimité et pouvaient continuer. Rains rédigea un rapport d'après-action de 17 pages. La première phrase était sans détour « Nous nous y prenons mal ». Le document détaillait tout ce qui manquait à la doctrine américaine, connaissance précise des espèces, alimentation fractionnée plutôt que repas ponctuels, insectes comme source principale de protéines, hydratation par l'environnement, mobilité accrue grâce à la réduction du portage. Il recommandait une refonte complète de l'entraînement à la survie en jungle. Il proposait d'intégrer des instructeurs australiens dans les cursus des forces spéciales américaines. Il préconisait l'apprentissage systématique des espèces locales plutôt que des principes généraux approximatifs. Le rapport remonta la chaîne de commandement. Naval Special Warfare Command, puis SOCOM, puis le Pentagone. 6 mois plus tard, Collins enseignait à Fort Bragg. 1 an plus tard, la phase jungle de la Ranger School incorporait la doctrine australienne. 2 ans plus tard, tous les cursus des opérations spéciales américaines incluaient des modules sur la consommation d'insectes, l'identification des plantes comestibles et l'hydratation par liane. Les SEAL formés à Tully devinrent des relais d'influence. Ils instruisirent d'autres équipes, rapportèrent des échantillons, des larves conservées, des plantes pressées, des photographies d'espèces comestibles. Ils organisèrent leurs propres stages dans les marais et les forêts du sud des États-Unis, apprenant aux candidats à manger des grillons et à boire à même les lianes sauvages. Garcia, le premier à avoir franchi le pas, opéra plus tard 18 jours aux Philippines, sans ravitaillement, vivant exclusivement des ressources locales. Il attribua la réussite de la mission à l'entraînement de Tully. « Sans ça, nous aurions demandé une extraction au 10e jour », déclara-t-il en 2007. Les Australiens nous ont appris qu'on peut vivre indéfiniment dans cet environnement à condition de savoir comment. Ce n'est pas de la survie, c'est un mode de vie. Le changement culturel fut profond. Les forces spéciales américaines s'étaient toujours considérées comme les meilleures au monde. En jungle, ce n'était pas le cas. Les Australiens l'étaient. Et l'écart ne portait ni sur la robustesse ni sur l'équipement. Il portait sur le savoir. Un savoir technique, spécifique, accumulé pendant des décennies dans les jungles les plus hostiles de la planète. L'approche australienne fonctionnait parce qu'elle était née de la contrainte. L'armée australienne ne pouvait pas se permettre des chaînes logistiques massives ni des ravitaillements héliportés à la demande. Elle ne pouvait pas partir du principe que les approvisionnements arriveraient toujours. Elle avait besoin de soldats capables d'opérer de manière autonome pendant des semaines, voire des mois, en vivant sur le terrain tout en conservant leur efficacité au combat. Elle bâtit donc sa doctrine autour de cette exigence. Étude des techniques autochtones, inventaire systématique des espèces comestibles, tests répétés jusqu'à identifier précisément ce qui nourrit et ce qui tue. La doctrine américaine, elle, s'était développée dans un contexte d'abondance avec l'hypothèse implicite que le ravitaillement serait toujours disponible. Cette hypothèse fonctionnait au Koweït ou en Irak, où l'infrastructure logistique était massive. Elle s'effondrait sous une triple canopée où les hélicoptères ne pouvaient pénétrer et où atteindre une zone de largage signifiait 3 jours de marche. L'entraînement de Tully révéla cette faille. Il montra que la doctrine américaine avait été optimisée pour les environnements où elle dominait logistiquement et négligeait ceux où elle ne disposait pas de cet avantage. Mais la leçon allait plus loin. Il ne s'agissait pas seulement de nourriture, il s'agissait de philosophie. Les Australiens avaient façonné une culture militaire fondée sur l'autonomie. Une culture où le savoir primait sur l'équipement, où l'environnement n'était pas perçu comme un obstacle à franchir, mais comme une ressource à exploiter. Cette philosophie produisait des opérateurs à l'aise, en terrain hostile, capables de vivre dans des conditions qui auraient brisé des soldats formés selon les standards américains. La différence culturelle apparaissait jusque dans l'installation des bases de patrouille. Les Américains déployaient tentes, tapis de sol, systèmes d'hygiène élaborés. Les Australiens sortaient leurs couteaux et construisaient tout à partir de matériaux trouvés sur place. Les uns tentèrent de recréer le confort d'une base avancée au cœur de la jungle. Les autres acceptaient l'inconfort comme une donnée normale et s'y adaptaient. L'approche américaine exigeait de la logistique. L'approche australienne exigeait du savoir. Quelle méthode était la meilleure ?
Dans un environnement où le ravitaillement fonctionne, la méthode américaine offrait un confort et un moral supérieur. Mais en zone contestée, derrière les lignes ennemies, dans une jungle où les hélicoptères ne passent pas et où les approvisionnements échouent, la méthode australienne était la seule viable. Or, les opérations spéciales modernes se déroulaient de plus en plus dans ce type de contexte. Le changement doctrinal ne fut pas instantané. L'armée américaine n'est pas conçue pour évoluer rapidement sur le plan culturel. Pourtant, vers 2010, les unités de forces spéciales opérant en jungle devaient déjà maîtriser l'identification de base des espèces locales, réduire la quantité de vivres transportés et considérer les insectes comme une ressource alimentaire plutôt que comme une nuisance. L'évolution ne fut pas uniforme. De nombreuses unités conventionnelles continuaient à emporter 2 semaines de rations et à purifier systématiquement toute l'eau. Mais parmi les forces d'élite, la doctrine australienne devint progressivement la norme. Collins prit sa retraite en 2009, décoré de l'Ordre d'Australie pour ses services rendus à l'instruction militaire. Son dernier poste fut celui de chef instructeur à la Jungle Training Wing de Tully, où il forma des soldats venus de 17 pays. Il mourut en 2019. Son avis de décès dans le journal de l'armée tenait en 3 paragraphes. On n'y mentionnait pas qu'il avait transformé la manière dont la plus puissante armée du monde concevait la guerre en jungle. Harrison, son adjoint à Tully, devint plus tard sergent-major régimentaire du SAS. Il poursuivit l'enseignement de cette doctrine. La connaissance du terrain vaut plus que l'équipement. Un soldat capable de se nourrir de la jungle peut opérer sans limite. La différence entre survie et subsistance est la différence entre 2 semaines et l'infini. La doctrine perdure. La sélection moderne du SAS australien comprend toujours une phase de survie en jungle. Les candidats reçoivent un couteau et un sac vide, puis doivent en vivre 10 jours sans ravitaillement. Aucun aliment fourni, aucune assistance, seulement le savoir, et l'obligation de l'appliquer. Le taux de réussite tourne autour de 40%. Ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement plus résistants physiquement. Ils sont mieux formés. Ils connaissent leurs plantes. Ils reconnaissent leurs insectes. Ils savent quelles lianes donnent de l'eau et lesquelles délivrent du poison. Ce savoir est toujours consigné, enseigné, évalué. Le carnet que Collins montra aux SEALs en 2003 a été numérisé, enrichi, intégré au manuel de guerre en jungle de l'armée australienne. Il compte désormais 247 pages et recense 312 espèces comestibles en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique. Photographies en couleur, méthodes de préparation, valeurs caloriques, avertissements sur les espèces toxiques similaires, tout y est. Chaque opérateur du SAS en déploiement en possède une version étanche. Les Américains en ont adopté des extraits, pas l'ensemble. Leur doctrine continue d'intégrer l'hypothèse d'un soutien logistique plus robuste, mais suffisamment pour améliorer leur efficacité en zone déniée. L'école d'opération en jungle de l'armée à Hawaï enseigne désormais la consommation d'insectes comme compétence standard. Le centre d'entraînement du corps des Marines à Okinawa inclut des modules d'identification botanique. Les candidats SEAL apprennent à s'hydrater à partir de lianes et à trouver des protéines dans les cours d'eau. Pourtant, une différence culturelle subsiste. Pour beaucoup d'Américains, la nourriture de la jungle reste une solution d'urgence. Pour les Australiens, c'est une capacité opérationnelle. La nuance est subtile mais décisive. C'est la différence entre « je peux survivre si je dois » et « je peux prospérer parce que je le décide ». Le premier état d'esprit tolère la jungle, le second l'exploite. Et cette exploitation est scientifique. Les nutritionnistes militaires australiens ont calculé précisément la valeur énergétique des ressources locales. 100 grammes de larves de palmier apportent environ 190 calories et 14 grammes de lipides. Certaines espèces de termites atteignent 38% de protéines en pois secs, davantage que le poulet. Un seul palmier sagoutier peut fournir jusqu'à 200 kg d'amidon à partir de son cœur. Tout a été quantifié. Le savoir empirique est devenu donnée mesurable. La subsistance en jungle n'est plus une hypothèse, c'est une option supérieure dans des scénarios précis. Patrouille longue distance en zone déniée, mission de reconnaissance sans soutien aérien. Situation d'évasion et de fuite. Opération où le ravitaillement compromettrait la discrétion. Dans ces contextes, qui représentent une part significative des missions modernes, la méthode australienne confère un avantage tactique évident. Les équipes y peuvent opérer plus longtemps,
Elles se déplacent plus vite, elles deviennent invisibles au système de détection logistique parce qu'elles n'ont pas besoin de logistique, ils se déplacent plus légers, ils échappent aux dispositifs ennemis de détection logistique parce qu'ils n'ont tout simplement pas besoin de logistique. Ils ne sont plus des visiteurs dans la jungle, ils en font partie, et l'ennemi l'a remarqué. En Afghanistan, des combattants talibans rapportaient que les patrouilles australiennes pouvaient opérer pendant des semaines dans des zones montagneuses où même les bergers peinaient à trouver de quoi se nourrir. Au Timor oriental, les services de renseignement indonésiens estimaient que les forces spéciales australiennes pouvaient soutenir leurs opérations indéfiniment, n'étant dépendantes d'aucune ligne d'approvisionnement. L'impact opérationnel était avant tout psychologique. Si les Australiens pouvaient rester sur le terrain sans limite, les déloger ne consistait plus à couper les vivres et attendre. Il fallait les affronter directement. Et cela, c'était beaucoup plus difficile. L'entraînement moderne reflète cet avantage. La Jungle Training Wing de Tully organise chaque année 4 stages pour les forces australiennes et 2 pour des pays alliés. La formation dure 12 semaines. La première semaine est consacrée à l'identification de base des espèces. Les semaines 2 à 4 approfondissent la cueillette, la chasse et le piégeage. Les semaines 5 et 6 traitent des méthodes de préparation et de la sécurité alimentaire. Des semaines 7 à 10, les stagiaires vivent en exercice prolongé sans aucune nourriture fournie. Les 2 dernières semaines intègrent ces compétences dans des scénarios tactiques de patrouille et de reconnaissance. Pour obtenir la qualification, il faut réussir parfaitement les tests d'identification, démontrer la capacité à trouver 2000 calories quotidiennes dans l'environnement et accomplir une épreuve de survie solitaire de 7 jours. Tout échec impose de recommencer la phase concernée. Le taux de réussite au premier passage avoisine 58%. Les diplômés ne sont pas simplement aptes à survivre, ce sont des experts de la jungle capables d'enseigner à leur tour. Et ils le font. Ils deviennent instructeurs, diffusant la doctrine au sein des forces australiennes et auprès des alliés. Le savoir se multiplie, s'affine, est testé en opérations réelles et ajusté selon les résultats. La doctrine actuelle en est à sa version 7.0, héritière d'un système né en 1962 lorsque des soldats apprenaient auprès de pisteurs autochtones à Bornéo. Chaque itération a intégré les leçons des missions, des échecs d'entraînement, des nouvelles espèces identifiées, des techniques de préparation améliorées. L'adoption américaine s'est accélérée après 2010, lorsque des opérations aux Philippines, en Colombie et en Afrique de l'Ouest exigèrent une présence prolongée en jungle. Le SOCOM mit en place un programme d'échange formel avec le SAS australien, envoyant chaque année des équipes de 4 hommes suivre 12 semaines de formation à Tully. Ces équipes revinrent comme spécialistes, transmettant les méthodes australiennes à leurs camarades. Le savoir se diffusa d'abord au sein des forces spéciales, puis vers les unités conventionnelles susceptibles d'opérer en environnement tropical. L'impact est mesurable. En 2000, un soldat américain déployé en jungle portait en moyenne 35 kg d'équipement, nourriture et eau comprise. En 2015, ceux formés selon les méthodes australiennes en portaient environ 24. La réduction provenait essentiellement de la diminution des vivres et de l'eau transportée, compensée par une meilleure capacité à se ravitailler sur place. Ces soldats avançaient plus vite, combattaient plus longtemps et opéraient plus efficacement parce qu'ils avaient adopté une nouvelle philosophie. La jungle offre, à condition de savoir demander. Mais le savoir ne suffit pas toujours. La barrière psychologique demeure réelle. Beaucoup de soldats américains éprouvent une répulsion initiale à l'idée de manger des insectes. L'entraînement aborde cet obstacle de façon méthodique, exactement comme Collins l'avait fait en 2003, démontrer l'innocuité, prouver l'efficacité, exposer l'avantage tactique, puis laisser chacun décider. Personne n'est forcé d'avaler une larve, mais celui qui refuse voit ses camarades avancer plus légers et tenir plus longtemps. Et cette comparaison brise les résistances plus sûrement qu'un discours. Les SEAL formés à Tully en 2003 sont aujourd'hui, pour la plupart, à la retraite. Rains quitta la Navy en 2008 et travaille désormais dans le conseil en sécurité. Garcia servit jusqu'en 2016 avant de lancer des stages de survie en Floride, transmettant aux civils les techniques apprises auprès de Collins. D'autres devinrent instructeurs dans des écoles américaines d'opérations spéciales, intégrant la doctrine australienne à la génération suivante. Ils racontent tous la même prise de conscience.
voir des Australiens consommer ce qui semblait immangeable, puis comprendre qu'il ne s'agissait pas de bravoure ou d'endurance, mais de connaissance. Se débattre sous des sacs lourds tandis que d'autres glissaient à travers la jungle presque sans charge. Assister au moment où la théorie devient pratique, quand manger une larve cesse d'être un geste désespéré pour devenir une évidence tactique. C'est à cet instant que la doctrine évolue. Lire dans un manuel que la jungle peut nourrir reste abstrait. Vivre 12 jours de larves de palmier et d'eau de liane tout en maintenant sa capacité de combat change profondément les certitudes. Cela prouve que l'environnement peut devenir votre système logistique à condition de le comprendre suffisamment. Les Australiens ont compris parce qu'ils y étaient contraints, par leur géographie, par leurs moyens limités, par des exigences opérationnelles qui ne toléraient mais pas l'échec. Ils ont bâti une doctrine par nécessité, puis l'ont perfectionnée en menant au fil de décennies d'opérations en jungle. Le résultat, une culture militaire où manger la jungle n'a rien d'extraordinaire. Dans cette culture, il était normal qu'un soldat sorte de l'instruction de base en connaissant une dizaine de plantes comestibles, puis en apprenne des dizaines d'autres lors de stages spécialisés. Elle produisait des opérateurs à l'aise dans des terrains qui brisaient d'autres hommes. Des soldats qui voyaient dans un ruisseau de jungle une source de protéines plutôt qu'un obstacle à franchir, qui observaient un tronc pourrissant et y estimaient une valeur calorique, qui avançaient en milieu hostile comme des prédateurs, non comme des proies, parce qu'ils avaient appris à chasser, à récolter, à exploiter chaque ressource offerte par la forêt. Les Américains ont assimilé cette leçon à la dure, en observant, en questionnant, en acceptant enfin que des budgets plus importants et un équipement plus sophistiqué ne garantissent pas l'excellence en toutes circonstances, que certains environnements privilégiant le savoir plutôt que les moyens, que des Australiens, issus d'un pays que beaucoup d'Américains auraient du mal à situer sur une carte, avaient développé une doctrine de guerre en jungle supérieure à la leur. Cette reconnaissance mérite d'être soulignée. L'armée américaine n'admet pas facilement qu'un autre fasse mieux. Pourtant, en jungle, l'évidence était incontestable. Les Australiens étaient plus légers, plus rapides, capables d'opérer sans limite. Les Américains étaient plus lourds, plus lents, contraints par leur ravitaillement. L'écart relevait de la doctrine. Et la doctrine, cela s'apprend. Alors ils ont appris, pas parfaitement, pas totalement, mais suffisamment pour progresser, suffisamment pour comprendre que la jungle favorise ceux qui la comprennent. Cette compréhension ne vient ni des manuels seuls, ni des discours. Elle vient de l'étude, de l'entraînement et du fait d'avaler des coléoptères et de boire à même les lianes jusqu'à ce que cela cesse d'être exceptionnel pour devenir normal. L'héritage de Collins est visible chez chaque opérateur américain déployé en environnement tropical. Désormais, ils portent témoin de vivre. Ils identifient les plantes. Ils considèrent les insectes comme des ressources. Ils se déplacent plus légers, plus vite, exploitant le terrain au lieu de le combattre. L'écart culturel s'est réduit. Il n'a pas disparu, mais il s'est resserré. L'avantage australien demeure forgé par 60 ans d'ajustement, par la nécessité opérationnelle, par une conviction fondamentale. On ne conquiert pas la jungle. On s'y intègre. On mange ce qu'elle offre. On boit ce qu'elle fournit. On dort là où elle protège. Et en échange, elle permet d'opérer indéfiniment, invisible aux yeux de l'ennemi, soutenu par le savoir plutôt que par la logistique. Cette philosophie a transformé la guerre moderne en jungle. Elle a réécrit une partie de la doctrine américaine. Elle a démontré que même l'armée la plus puissante du monde pouvait apprendre d'un allié plus modeste, contraint d'innover par l'imitation. La leçon tient en une phrase. Dans la jungle, le savoir ne pèse rien, et apporte tout. Les Australiens le savaient, les Américains l'ont appris, et les soldats des deux pays sont aujourd'hui plus efficaces grâce à ce moment précis où un SEAL a vu un Australien manger un coléoptère et compris qu'il ne maîtrisait pas l'environnement autant qu'il le croyait. 3 jours plus tard, ce même SEAL en mangeait à son tour, non par goût, par nécessité, parce que l'efficacité opérationnelle comptait davantage que le confort. Parce que ce qui paraissait répugnant s'était révélé être un avantage tactique. C'est dans ce passage du dégoût à la logique opérationnelle que la doctrine évolue, là où les certitudes culturelles se fissurent et laissent place à la réalité du terrain. Là où l'on cesse de penser « je ne mangerai jamais ça », pour commencer à se demander « lesquels sont sûrs ». Les Australiens ont enseigné ce basculement. Ils continuent de le faire à Tully,
Lors des échanges internationaux, dans les exercices conjoints où des soldats américains arrivent avec des rations lyophilisées et repartent en sachant récolter des larves. Le savoir circule, est éprouvé, validé en opération lorsque le ravitaillement échoue et que des hommes survivent, parce qu'ils se souviennent quelle liane contient de l'eau, lorsque des missions réussissent, parce qu'une équipe a avancé suffisamment légère pour atteindre l'objectif là où l'ennemi la croyait condamnée. C'est ce que Collins voulait dire lorsqu'il affirmait « La jungle donne si l'on sait demander. Demander, c'est le savoir. Donner, c'est la survie. » Entre ces deux idées se trouve l'entraînement, la doctrine, et la volonté d'avaler ce qui retourne l'estomac jusqu'à ce que cela devienne ordinaire. Les Australiens ont rendu cela ordinaire. Les Américains continuent d'apprendre. Mais l'écart se referme.